Je m'appelle Evelyn Carter, j'ai 30 ans. Je serre mon verre d'eau si fort que la condensation glacée s'infiltre dans ma peau, faisant trembler mes doigts. Pourtant, je refuse de laisser ma mère voir à quel point ces mots me percent. Evelyn, tu ne seras jamais à la hauteur de ta sœur. La phrase tombe lourdement sur la table, tranchant ce qui aurait dû être une célébration. Le lustre au-dessus disperse des prismes fracturés sur la nappe blanche, mais la luminosité ne fait que rendre le silence plus sombre. C'est la soirée de Sierra, le dîner pour la promotion de Sierra, soigneusement orchestré par mes parents un mercredi soir autour de leur table de salle à manger en acajou qui a été témoin de chacun de ses triomphes et de chacun de mes rejets. J'étais arrivé ici en courant après un service de 10 heures, ayant à peine troqué mon chemisier froissé pour un autre qui ne sentait pas le café du bureau, et pourquoi ? Pour m'asseoir ici et me faire dire devant tout le monde que je suis inférieur. Maman, commence Sierra, mais notre mère lève une main manucurée, la faisant taire avec une aisance bien rodée. C'est juste la vérité, ma chérie. Evelyn a choisi la stabilité plutôt que l'ambition. Il n'y a pas de honte à cela. Mais nous devons reconnaître la réalité. Son ton est doux, presque affectueux, mais aiguisé de dédain. Mon père se racle la gorge, les yeux rivés sur son saumon à moitié mangé, comme si les flocons de chair rose pouvaient lui offrir une échappatoire. Ta mère a raison, dit-il enfin. Sierra est en bonne voie pour devenir vice-présidente avant 30 ans. Des chemins différents, c'est tout. Je jette un coup d'œil à Sierra, radieuse dans sa robe cramoisie, les cheveux intacts malgré la longue journée qu'elle prétend avoir endurée. Elle s'agite mal à l'aise, sans croiser mon regard. Je me tourne vers mère. Autour de son cou brille le collier de perles que je lui ai acheté à Noël dernier. Elle m'avait dit un jour que ce n'était pas son style. Pourtant, le voilà, exposé au dîner de Sierra comme un trophée. Quelque chose se fissure en moi. 2 ans de silence, d'amertume ravalée, déferlent comme une crue, rompant une digue. Je me lève, le grincement de ma chaise me surprenant moi-même. Ma main plonge dans mon sac à main, en sortant le relevé de prêt immobilier plié que je porte depuis des jours, attendant le bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour cela. Je paie vos factures depuis 2 ans, dis-je, ma voix coupant le silence. Y compris cette maison. Les yeux de mère s'écarquillent avant de se plisser, son expression se lissant en un calme dédaigneux. Elle agite la main, le même geste qu'elle a utilisé toute ma vie pour m'écarter. Mon estomac se noue. C'est ce que fait la famille. Sierra doit se concentrer sur sa carrière. Un souvenir me submerge. La remise de diplôme de Sierra à l'université. Il lui avait offert les clés d'une Mazda rouge, le ruban brillant au soleil. Le même après-midi, il m'avait tendu une tasse à café estampillée du logo de mon université. J'avais forcé un sourire, bien qu'une chaleur brûlât derrière mes yeux. Maman avait dit, tu es déjà établi. Ta sœur a besoin de notre soutien. Le premier appel est arrivé il y a 2 ans. La voix de papa, hésitante, demandant une faveur temporaire. Juste un paiement de prêt immobilier jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Se stabilisent. 2 ans plus tard, c'est toujours moi qui les stabilise. J'étale le relevé sur le lin comme une carte de bataille. 2 ans, ce n'est pas une aide temporaire. Mère se penche en arrière, les perles captant la lumière. Son ton se durcit. Pourquoi es-tu si égoïste ? Je plonge à nouveau la main dans mon sac, mes mains plus stables que mon pouls, et j'en sors le classeur accordéon que j'ai constitué en secret. Virements bancaires, reçus, chèques annulés, montant financier versé proprement dans des compartiments étiquetés. J'ai beaucoup soutenu, dis-je, mais je ne suis pas votre distributeur automatique de billets. La mâchoire de père se crispe, ses joues rougissent. La carrière de ta sœur est à un point critique. Et moi, je suis à un point critique de ma patience, je rétorque, me surprenant moi-même par l'acier dans ma voix. Sierra regarde entre nous, le front plissé. Que se passe-t-il ? Son ton porte une confusion authentique, presque enfantine. Personne ne répond. Ma mère plisse les yeux comme pour essayer de me réduire par la seule force de sa volonté. Père étudie le lustre, évitant entièrement mon regard. À cet instant, je vois tout clairement. La sœur que j'aidais autrefois avec ses devoirs de mathématiques. Les parents qui m'ont élevé. Ils ne mesurent pas ma valeur en amour ou en loyauté, mais en dollars que je verse discrètement dans leur vie. J'inspire, ma colonne vertébrale se redressant. Je vais faire une pause des dîners de famille, dis-je en ramassant mon sac à main, et des paiements familiaux.
Le visage de mère se tord en quelque chose d'inconnaissable. Tu le regretteras, Ève. La famille est tout ce que nous avons. Je m'arrête à la porte, une étrange légèreté s'insinuant dans ma poitrine. Alors je suppose que je n'ai rien. La semaine qui suit ressemble à un exil. Mon téléphone vibre avec un texto de Sierra, bref et vague, mais mes parents restent silencieux jusqu'à jeudi. Peux-tu m'aider à trier mes papiers d'impôt? La voix de maman est mielleuse au téléphone. Puisque tu es si doué avec les chiffres, un compliment déguisé en convocation. Contre toute attente, j'accepte. La curiosité, la culpabilité et l'habitude me tirant en arrière. Son bureau à la maison sent le produit à polir au citron et l'encre. Des papiers s'étalent sur le bureau en piles chaotiques. Je m'installe dans le fauteuil en cuir, triant les reçus, les formulaires de déduction, les chemises en manille. Mon œil s'accroche à un nom familier. Le mien. Un relevé de prêt, mais pas mon prêt. Celui de Sierra. Ma respiration se coupe. 19 400 $ payés depuis mon compte. Le papier tremble dans mes mains. J'en parcours d'autres. Paiement de voiture, facture de carte de crédit, tous estampillés avec mon numéro de compte. Une réalisation froide et nauséabonde s'empare de moi. Ce n'était pas seulement le prêt immobilier. Ce n'était pas une aide d'urgence. C'était systématique, planifié, attendu. Des pas craquent derrière moi. Je me retourne. Maman se tient dans l'embrasure de la porte, son collier de perles brillant comme une moquerie sur son chemisier. « As-tu trouvé les formulaires d'intérêt hypothécaire ?» demande-t-elle légèrement. Puis ses yeux tombent sur les papiers dans mes mains. Quelque chose vacille, non pas de la culpabilité, de l'irritation. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma voix semble étrangère, résonnant dans la pièce. Papa apparaît derrière elle, des lunettes perchées sur son front. Sierra s'attarde dans le couloir, ses pouces dansant sur l'écran de son téléphone. Ne fais pas de scène, dit maman doucement, s'avançant. Le ton de papa s'aiguise. Tu aidais la famille. Je claque le relevé sur le bureau. Vous avez utilisé mon argent pour payer les prêts de Sierra. C'était le besoin le plus pressant, rétorque maman, l'écartant d'un geste de la main. Et ses paiements de voiture. Je saisis une autre page. 3600 $ en un an. Papa ajuste ses lunettes, calme, rationnel. Le transport est essentiel pour son poste. Et 9200 $ sur des cartes de crédit. J'étale les relevés comme un jeu d'accusation. Maman ne scie pas, l'apparence professionnelle compte dans le marketing. Mon regard se pose sur Sierra, qui met enfin son téléphone dans sa poche. Son haussement d'épaule est négligent. Je n'ai pas demandé ça. Maman a dit que ça ne te dérangeait pas. Les murs se referment. 2 ans à croire que je maintenais la famille à flot pendant une tempête, pour apprendre que je finançais leur marée choisie. Tu as besoin de liberté pour construire ta carrière, dit papa comme s'il expliquait la gravité. Evelyne, tu es stable, fiable. Le mot stable me blesse plus profondément que ne l'aurait jamais fait instable. Une bête de somme, invisible. Je me recule du bureau, l'air s'agrippant à mes poumons. Mes propres prêts étudiants ne sont même pas payés. Avez-vous la moindre idée de ce que cela fait à mon avenir? Maman cligne des yeux, déconcertée. La famille soutient la famille. Nous t'avons toujours appris cela. Le mariage de Sierra approche. Tu aideras pour ça aussi. Sa certitude est un couteau. Ma vision se rétrécit. Je claque le registre, les pages claquant. 61 000 $. Le total gravé dans mon esprit avant même que je ne compte chaque ligne. Le mot se forme dans ma poitrine, lourd, indéniable, exploitation. Je rassemble les papiers, mes mains tremblant mais ma voix stable. Ce n'est pas de l'aide. C'est du vol déguisé en famille. Leur silence est épais. Pour la première fois, je vois mes parents non pas comme des gardiens, mais comme les architectes d'un système qui me maintient petite, épuisée et utile. Je sors de ce bureau avec un dossier sous le bras et une décision brûlante dans ma poitrine. S'ils ont fait de moi leur distributeur automatique de billets, je deviendrai tout autre chose. Leur règlement de compte. Le mot exploitation tourne dans ma tête comme un frelon que je ne peux pas chasser. Il bourdonne dans mon sommeil, pique pendant chaque appel professionnel et me ronge quand je regarde mon application bancaire. Chaque transaction ressemble maintenant à une petite trahison. Chaque virement,
temporaire, est une cicatrice que je n'avais pas remarqué se former. Je commence à tenir des registres. Chaque centime, chaque appel téléphonique, chaque message. J'achète un petit carnet en cuir. Ces pages sont bientôt remplies de dates, de montants et des phrases qu'ils utilisent pour m'accrocher. Juste cette fois. Pour l'avenir de Sierra. La famille prend soin les uns des autres. Le registre n'est pas seulement composé de chiffres. Ce sont des preuves. Mes preuves. Et comme des preuves, elles ont du poids. Je me sens plus lourd dans le portant, mais étrangement plus stable aussi. Une semaine après la confrontation au bureau, Sierra publie une photo en ligne, des verres de champagne qui teintent sous les néons de Vegas. La légende, travailler dur, s'amuser encore plus. Mon estomac se tord. Ce week-end-là, j'avais sauté les courses pour couvrir une facture d'impôt foncier d'urgence. Urgence, en effet. Ils étaient à Vegas avec mon argent. Au travail, la fatigue pèse comme du sable mouillé. Ma responsable le remarque. Tu as l'air épuisée, Evelyne, dit-elle en fronçant les sourcils alors que je bafouille pendant une présentation. 3 ans de performance impeccable, et maintenant je m'effondre parce que je finance les rêves de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, Diane, ma collègue, ma seule amie qui connaît la moitié de la vérité, fait glisser mon café sur la table de notre café habituel. On dirait que tu es sur le point de t'écrouler. Je soupire. J'ai trouvé d'autres paiements. Mes parents ont utilisé mon compte pour les prêts de Sierra, sa voiture, même ses cartes de crédit. Je pensais les aider à traverser une crise, mais ça s'est planifié. Diane m'étudie, puis se penche en arrière. Ce n'est pas du soutien familial, Evelyne. C'est de l'exploitation. Le mot encore, plus fort cette fois. Il ne bourdonne pas seulement, il explose. Quelque chose en moi change comme une serrure qui tourne. Mes parents n'arrêtent pas de demander. Bien sûr que non. L'appel suivant. Ton cousin organise une réunion de famille, gazouille maman. Tout le monde est si excité. Nous pensions que tu pourrais t'occuper des dépenses. Tu as toujours été doué pour ces choses. L'audace me serre la poitrine. Je raccroche avant de crier. Plus tard, un courriel arrive d'une tante à qui je parle à peine. Nous comptons tous sur toi. Ta sœur mérite une vraie fête de fiançailles. Comptons sur moi. Aucune mention du salaire de Sierra. Aucune mention d'équité. Juste moi. La stable. L'épine dorsale invisible. En parcourant les réseaux sociaux, je trouve les photos de fiançailles de Sierra. La légende de ma mère brille. Planification de la célébration du siècle pour ma belle-fille. Béni. Le premier commentaire en dessous, Evelyne aidera à rendre tout parfait. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Ils ne se contentent pas de m'utiliser. Ils me promettent au monde entier comme un sponsor. Les nuits s'allongent. Je reste éveillé à rejouer des chiffres dans ma tête. 61 000 $. Ce chiffre bat contre mes côtes comme un tambour. Je l'imagine empilé en billets de 100 $. Ma liberté distribuée comme des confettis. Le sommeil finit par venir mais n'apporte aucun repos. Je rêve de me noyer dans du papier. Les visages de mes parents me regardant d'en haut. Leur voix calme, m'incitant à sombrer davantage. À l'aube, je suis fragile. Au travail, je manque une autre échéance. La voix de mon patron est plus sèche cette fois. Ça ne te ressemble pas, Evelyne. Reprends-toi. Je hoche la tête, avalant la vérité que je finance un style de vie pendant que ma propre santé s'effondre. Ce soir-là, je m'assieds de nouveau avec Diane. J'étale les reçus, les mains tremblantes, les étalant comme des cartes de tarot prédisant le malheur. C'est un schéma, dit-elle fermement. Il ne te voit pas comme une fille. Il te voit comme une ressource. Ces mots piquent, mais ils sont vrais. Je hoche lentement la tête. Alors j'arrêterai d'être leur ressource. Samedi matin, j'entre dans la cuisine de mes parents. L'odeur de café et de bacon frit flotte dans l'air. Sierra est assise au comptoir, feuilletant des magazines de mariage. Maman plane à proximité, un stylo à la main, encerclant des options de lieu. L'acompte pour le country club est dû la semaine prochaine, dit-elle nonchalamment, sans lever les yeux. Sierra mérite la journée parfaite. Tu peux couvrir l'acompte. Pas une question, une affirmation, un ordre déguisé en tradition.
Quelque chose en moi se brise, pas violemment cette fois, mais nettement, comme une corde trop tendue qui finit par rompre. Je ne paierai pas un centime de plus, dis-je. Ma voix ne s'élève pas. Elle ne tremble pas. Elle se pose simplement. La pièce devient silencieuse. Sierra se fige au milieu d'une page brillante. Le stylo de maman reste suspendu en l'air. Papa lève les yeux de son journal, surpris. Ne sois pas ridicule, dit maman finalement, mais il y a une lueur. L'incertitude. Je suis sérieuse, je continue. Calme, stable, délibéré. Prêt immobilier, prêt, carte de crédit, paiement de voiture. Fini. Sa bouche s'ouvre, puis se referme. Elle cherche la bonne phrase pleine de culpabilité, l'insulte subtile enveloppée dans une sollicitude maternelle. Mais je vois le schéma maintenant. Je vois le jeu. Tu ne peux pas simplement, commence-t-elle. Je peux, je l'interromps. Et je le fais. La voix de Sierra tremble alors qu'elle demande. Attends, tu as payé pour tout ça? Silence. Les yeux de mes parents se promènent partout sauf sur elle. Mes mains se resserrent autour du dossier à mon côté. À l'intérieur du registre, organisé, indéniable. Pas encore, je pense. Bientôt. Ce soir-là, dans mon appartement, j'étale des relevés bancaires sur le sol. Paiement de prêt immobilier, virement pour les frais de scolarité, frais de carte de crédit pour des vêtements de marque et des dîners que je n'ai jamais goûtés. Je les aligne chronologiquement, surlignant chaque dollar. Le total me saute aux yeux. 61 000 $. Mais ce n'est pas le pire. Niché entre les formulaires d'impôt de mon père, je trouve autre chose. Un relevé de compte. Pas le mien. Le sien. Solde, 42 000 $. Caché. Pendant que je me saignais à blanc, que je sautais des rendez-vous médicaux et retardais les paiements de mes prêts étudiants, mon père avait de l'argent de côté. Ma gorge se serre. La rage se mêle au chagrin jusqu'à ce que je ne puisse plus faire la différence. Mon téléphone sonne. Maman. Nous avons une réunion de famille d'urgence demain, annonce-t-elle vivement. Le paiement du prêt immobilier n'est pas arrivé. Je te l'ai dit, dis-je, plus calme que je ne le suis. J'ai fini de payer. Ce n'est pas un jeu, lance-t-elle. Sois là à 18 h. Je raccroche. Mes mains tremblent, mais pas de peur, de certitude. Le classeur devant moi, de 3 pouces d'épaisseur, n'est pas seulement du papier. C'est des munitions. Pour la première fois depuis des années, je détiens le pouvoir. Demain, je l'utiliserai. Le classeur repose sur mon siège passager comme s'il s'agissait d'une chose vivante respirant à côté de moi. 3 pouces d'épaisseur, chaque page un reçu de trahison. Je ne cesse de le regarder en conduisant comme s'il pouvait me murmurer les excuses de mes parents avant qu'ils ne les prononcent. Au moment où j'arrive devant la maison de style colonial de mes parents, mon pouls bat si fort qu'il couvre la radio. Je me gare à 2 maisons de là, pas prête à annoncer mon arrivée avec des pneus crissants dans leur allée. Les mots de l'oncle Frank d'un peu plus tôt résonnent à mes oreilles. Ne les laisse pas contrôler le récit. Apporte les faits. Laisse la vérité parler. Le ciel se teinte de crépuscule alors que je sors. Le classeur semble plus lourd qu'un parpaing dans mes mains. Chaque pas vers cette porte d'entrée ressemble à une traversée en territoire ennemi. À l'intérieur, l'odeur familière de produits à polir au citron m'enveloppe, faussement réconfortante. Les lumières de la salle à manger brillent trop fort, la table en acajou scintillant comme le banc d'un tribunal. Mes parents sont assis aux extrémités opposées comme des juges. Sierra est perchée entre eux, faisant défiler son téléphone, son visage baigné de lumière bleue. « Tu es en avance, » dit maman, la surprise vacillant avant que son masque ne se remette en place. Je voulais m'assurer que nous aurions assez de temps. Je place le classeur carrément au centre de la table. Le bruit sourd fait lever les yeux à Sierra, la curiosité remplaçant l'indifférence. Papa s'agite sur sa chaise, déjà mal à l'aise. « Du temps pourquoi exactement ?» demande-t-il. J'ouvre au premier onglet. Prêt immobilier. Des pages de relevés bancaires surlignés brillent sous la lumière du lustre. Ma voix est stable, professionnelle. 24 paiements, 1200 $ chacun. Ça fait 28 800 $. Les sourcils de maman se lèvent puis se froncent. Ce n'est pas possible que ce soit exact. Je tourne l'onglet. Prêts étudiants.
19 400 $ pour le compte de Sierra depuis le mien. Les yeux de Sierra se lèvent brusquement de la page. Attends, quoi? Le visage de papa pâlit. Il tapote des doigts sur la table, ne croisant pas mon regard. Paiement de voiture. Je tourne une autre page. 3600 $, une Mazda rouge, si je me souviens bien. Sierra halète. C'est ma voiture. Son téléphone glisse de sa main, cliquetant sur le bois poli. Et enfin, les cartes de crédit. J'étale des relevés couverts de notes de restaurant et de frais de vêtements de marque. 9200 $. Le total se dresse comme une montagne. Total général, 61 000 $ sortis de ma poche. Pendant que vous, je regarde papa, gardiez un compte secret avec 42 000 $ de côté. Le silence est suffocant. Le visage de mon père devient cramoisi. Ça ne te regarde pas. C'est devenu mon problème au moment où vous m'avez dit que vous ne pouviez pas joindre les deux bouts tout en me saignant à blanc. Sierra tend des doigts tremblants vers le classeur, parcourant les pages. Sa voix faiblit. Maman. Papa. Je ne savais pas qu'elle payait tout ça. Maman se reprend la première, son ton vif. Ta sœur exagère. La moitié de ses paiements étaient des cadeaux. Des cadeaux? Mon rire est sec. Depuis quand les virements signés et les chèques annulés sont-ils des cadeaux? Je sors une chemise en manille et la laisse tomber sur la table à côté du classeur. La pile atterrit avec poids. Chaque reçu, chaque virement. Voulez-vous les passer en revue un par un? Papa marmonne, c'est ridicule, mais ses yeux restent collés à la table. Sierra tourne les pages plus vite maintenant, s'arrêtant à une charge de carte de crédit. Ces costumes c'était pour mes entretiens. Je pensais que maman et papa, elle lève les yeux, son expression assombrie par le choc. Vous m'avez dit qu'Evelyne voulait t'aider, qu'elle était fière d'investir en moi. Ma gorge se serre. Investir. J'ai encore mes propres prêts. J'ai sauté des soins médicaux parce que je ne pouvais pas me le permettre. Il n'y avait pas d'argent supplémentaire. Pendant un long moment, Sierra nous regarde tous, et quelque chose se fissure dans sa façade parfaite peinte en cramoisi. Avant que quiconque puisse parler, la sonnette retentit. Maman se lève, lissant son cardigan, reconnaissante de l'interruption. Nous sommes au milieu de quelque chose. Ce doit être l'oncle Frank, dis-je calmement. Je lui ai demandé de se joindre à nous. La tête de papa se redresse brusquement. Frank? Pourquoi? Mais la voix tonitruante perce. Bonjour tout le monde. J'espère que je ne suis pas en retard. Il entre dans la salle à manger, prenant le siège à côté de moi avec une autorité calme qui raidit mes parents. Il hoche la tête en direction du classeur. Je vois qu'Evelyne vous montre les chiffres. Tu savais, lance maman, la trahison éclatant. Je m'en doutais. Le ton de l'oncle Frank est sérieux, dépourvu de son humour habituel. La famille s'entraide en cas d'urgence, pas comme un arrangement permanent. Ce que vous avez fait à Evelyne, ce n'est pas de l'aide, c'est de l'exploitation. Le mot tombe comme une pierre dans l'eau. Les ondulations se propagent sur la table. Les yeux de ma mère lancent des éclairs. Mon père déglutit difficilement. Sierra se couvre la bouche. Le silence s'étire. Puis Sierra le brise. Jenna m'a demandé hier pourquoi Evelyne ne venait jamais aux événements familiaux. Elle pensait que quelque chose n'allait pas. Maintenant je sais pourquoi. Maman ricane. Tes amis ne comprennent pas notre dynamique familiale. Mais sa voix tremble maintenant, les fils s'effilochant. L'oncle Frank se penche en avant. Les Henderson m'ont appelé la semaine dernière, se demandant comment vous pouviez prétendre être en difficulté tout en passant des week-ends à Vegas. Papa frappe la paume de sa main sur la table. Ça ne les regarde pas. Mais la pièce semble différente maintenant. Le contrôle qu'ils exerçaient autrefois leur échappe. Je le vois dans leur regard fuyant, dans la rougeur qui monte à leur cou. Pour la première fois, ce sont eux qui sont acculés. Le téléphone de Sierra vibre. Elle baisse les yeux, puis pâlit. C'est de la compagnie de prêt immobilier. Ils envoient un avis de retard. Les mots flottent dans l'air comme de la fumée. Les lèvres de maman se pressent en une ligne mince. Les épaules de papa s'affaissent. Je me penche en arrière, le poids sur ma poitrine s'allégeant légèrement. Le château de cartes commence à s'effondrer, et je ne le reconstruirai pas cette fois.
Personne ne parle. Ni mes parents, ni Sierra, ni même l'oncle Frank. Le silence dit tout. Pour la première fois de ma vie, je sens l'équilibre du pouvoir pencher en ma faveur. Plus tard dans la nuit, de retour dans mon appartement, je suis assise à ma table de cuisine, fixant le classeur. Mes mains tremblent encore, mais pas de peur, d'adrénaline, de libération. L'oncle Frank appelle, sa voix est stable. Je suis fier de toi. Ce n'est pas facile d'affronter sa famille comme ça. Fier. Le mot semble étranger sur ma langue. Oui, fier. Et souviens-toi, la vérité a une façon de se propager. Ce soir n'était que le début. En raccrochant, je réalise qu'il a raison. Ce soir était la première fracture, mais d'autres allaient suivre. Mes parents ne sont pas du genre à se rendre. Ils essaieront de déformer les choses. Ils essaieront de me ramener dans leur toile. Mais pour la première fois, je n'ai pas peur de leur ruse. Je suis prête. La lumière du matin se déverse sur ma table de cuisine, illuminant le classeur qui y est toujours posé, fermé, mais pas silencieux. Il vibre de tous les mots non dits. Des accusations encore à formuler. Mon appartement semble trop petit pour son poids, pourtant je ne peux me résoudre à le ranger. Chaque fois que je passe devant, je me souviens que je ne suis plus impuissante. Mais le pouvoir vient avec le choix, et le choix semble plus lourd que n'importe quelle dette. J'étale de nouvelles impressions sur la table. Des rangées de chiffres surlignés à l'encre fluorescente forment un cimetière d'opportunités perdues. Des vacances jamais prises. Un fonds de retraite vidé avant même d'avoir commencé. Des rendez-vous chez le dentiste annulés. Des prêts étudiants laissés en suspens. Pendant que Sierra profitait de week-end à Vegas, je calculais si je pouvais me permettre du poulet ou juste des pâtes pour la semaine. Alors que j'ajoute les derniers reçus au classeur, je fais une autre découverte. Niché derrière les papiers d'assurance de papa se trouve un relevé pour un compte que je n'ai jamais vu auparavant. Les chiffres me brûlent la rétine. 42 000 $ cachés. Je m'affale sur ma chaise, la nausée m'envahissant. Pendant 2 ans, ils avaient pleuré la misère, s'étaient appuyés sur ma stabilité, m'avaient dit qu'il n'y avait plus d'argent. Et pourtant, le voilà, assez pour couvrir chaque paiement qu'ils m'ont supplié de faire. J'aplatis le papier avec des mains tremblantes. La rage ne suffit même pas à décrire ce que je ressens. C'est trahison sur trahison. Une tromperie déguisée en autorité parentale. Mon téléphone vibre. Diane. Evelyne, tu as l'air anéantie, dit-elle après un seul bonjour. Ils avaient de l'argent, je murmure. Ils avaient de l'argent tout ce temps. Le silence crépite sur la ligne. Puis, c'est pire que de l'exploitation. C'est de la manipulation. Calculer. Tu dois partir. Partir. Les mots résonnent comme une bouée de sauvetage lancée dans des eaux tumultueuses. Cette nuit-là, je suis assise avec mon ordinateur portable ouvert, tapant « Offre d'emploi architecte logiciel, Seattle ». En quelques minutes, les annonces inondent l'écran. Des salaires plus élevés que je n'osais en rêver. Ma poitrine se serre, non pas de peur, mais de possibilités. Un nouveau départ, une nouvelle ville où mon nom de famille ne signifie rien. Pour la première fois depuis des années, je me permets d'imaginer une vie non touchée par les exigences de mes parents. Une vie où mon salaire construit mon avenir, pas le leur. Le lendemain, mon téléphone sonne. La voix de maman est vive, professionnelle. Nous organisons une réunion d'urgence sur la responsabilité familiale demain. 6 heures précises. Le paiement du prêt immobilier n'est pas arrivé. Je vous l'ai dit, dis-je doucement. J'ai fini de payer. Ce n'est pas un jeu, Evelyne, lance-t-elle. Sois là. Quand la ligne se coupe, je fixe le classeur. La pensée de les affronter à nouveau me tord l'estomac, mais une autre pensée s'installe. Cette fois, c'est moi qui fixerai les conditions. Je murmure au classeur comme s'il était vivant. Demain, nous partons en guerre. Mardi soir, j'arrive avec 15 minutes d'avance, le classeur à la main. Le quartier est calme, le genre de silence qui semble mis en scène, comme si les maisons retenaient leur souffle. À l'intérieur, la salle à manger est dressée comme un tribunal. Mes parents aux extrémités opposées, Sierra entre eux, tripotant son téléphone. Tu es en avance, dit encore maman, la surprise traversant son visage avant qu'elle ne l'efface. Je pose le classeur. Je voulais avoir assez de temps.
Du temps pour quoi, demande papa, le soupçon perçant dans sa voix. J'ouvre le classeur au premier onglet. Du temps pour passer en revue chaque centime que j'ai payé pour cette famille. Les mots sonnent froids, professionnels, comme si je présentais un rapport trimestriel au lieu de révéler une trahison. Mais c'est peut-être ce qui les déconcerte le plus, que je sois calme. Je tourne page après page, prêt immobilier, prêt, voiture, carte de crédit. Ma voix devient plus tranchante à chaque total. Leur visage oscille entre l'indignation et l'incrédulité. Sierra regarde avec de grands yeux, murmurant des questions auxquelles il refuse de répondre. Au moment où j'arrive au total général, 61 000 $, l'air dans la pièce est épais, suffocant. Tu exagères, siffle maman. Tu as proposé d'aider. Je laisse tomber le dossier de reçu sur la table avec un bruit sourd. Chaque dollar est documenté. Vous voulez appeler ça des cadeaux? Très bien. Mais les cadeaux ne viennent pas avec des bordereaux de retrait et des confirmations bancaires. La mâchoire de papa se contracte, sa voix est basse. Réfléchis bien, Evelyne. Les liens familiaux ne peuvent pas être réparés une fois qu'ils sont brisés. Je croise son regard. Peut-être qu'ils ne devraient pas l'être. Les mots ont un goût amer et libérateur à la fois. Cette nuit-là, l'oncle Frank appelle. Sa voix est stable, pleine de poids. Tu as bien fait de tenir bon. Ils vont déformer la situation, Frank, dis-je, fixant à nouveau le classeur sur ma table de cuisine. Ils vont tourner l'histoire jusqu'à ce que je sois la méchante. Alors contrôle l'histoire, répond-il. Ne te contente pas de leur dire. Montre à tout le monde. Je reste assise longtemps après la fin de l'appel, l'idée mijotant, un règlement de compte public. Mes parents prospèrent dans le silence, dans des pièces fermées où la honte ne peut les atteindre. Que se passe-t-il si la vérité sort à la lumière? Je pense au prochain dîner de Sierra, celui qui est affiché sur les réseaux sociaux. La célébration du siècle, a promis maman. Une scène parfaite. Un calme étrange m'envahit. S'ils veulent un spectacle, je leur en donnerai un. La semaine suivante, je suis assise en face de Diane à sa table de salle à manger. Les reçus sont étalés comme une carte de champ de bataille. Elle calcule furieusement, encerclant des chiffres, le front plissé. Sans les soutenir, tu pourrais rembourser tes prêts étudiants en 3 ans au lieu de 15, dit-elle en me repoussant le papier. 3 ans. Le chiffre se brouille à travers les larmes que je ne m'attendais pas à verser. 3 ans pour la liberté. Je ris à travers les larmes. Cela ressemble presque à de l'espoir. C'est parce que c'en est, répond doucement Diane. Plus tard dans la nuit, mes parents rappellent. Leur ton est différent, mesuré, répété. Les familles devraient reconnaître les contributions de chacun, dit maman avec soin. Nous ne l'avons pas assez fait avec toi. Papa se racle la gorge. Si tu reprends les paiements du prêt immobilier, nous nous assurons que tout le monde sache à quel point tu as aidé. Sierra aussi. Une carotte tendue devant moi. La reconnaissance comme monnaie d'échange. Je ne réponds pas immédiatement. À la place, je tourne mon ordinateur portable vers eux lors de l'appel vidéo. Mon offre signée de Meridian Tech, Seattle. Salaire, 135 000 $. Je commence le mois prochain, dis-je. Leurs visages perdent leur couleur. Seattle, murmure maman. C'est à l'autre bout du pays. Je surligne une ligne sur le tableur que j'ai préparé. Et sans soutenir ce foyer, j'économiserai 3200 $ par mois. Silence. Tu ne peux pas simplement partir, dit enfin maman. Je regarde directement la caméra. J'ai payé pour le privilège d'être méprisé. Cet arrangement est terminé. Papa se penche en avant, le désespoir s'insinuant dans son ton. Evelyne, sois raisonnable. Je le suis, je réponds, plus calme que jamais. Pour la première fois depuis des années. L'appel se termine avec leur voix résonnant dans mes oreilles, mais pas dans mon cœur. Dans mon cœur, il n'y a qu'un seul son. La porte de la liberté qui grince en s'ouvrant. En fermant mon ordinateur portable, je pense au classeur qui attend toujours sur la table. Ces pages ne sont plus seulement des preuves. Elles sont un cadeau qui attend d'être offert, emballé, non pas dans du papier, mais dans la vérité. Et le dîner de célébration de Sierra? Ce sera la scène où je le livrerai. La nuit de la soi-disant réunion de famille d'urgence arrive comme une tempête à laquelle je me suis préparé toute la semaine.
Mon classeur est bouclé sur le siège passager, plus lourd que n'importe quelle arme que j'ai jamais portée. Pas de couteau, pas de fusil, juste des reçus. Des preuves. Le genre de vérité qui peut éventrer une famille plus proprement que n'importe quelle lame. Je me gare devant la maison de mes parents, phares éteints. La maison de style colonial brille de l'intérieur. Chaque lumière allumée comme si la luminosité pouvait masquer la pourriture à l'intérieur. Je sors, le classeur serré, mes talons crissant sur le gravier de l'allée. Ma poitrine se serre, mais il n'y a plus de tremblement maintenant, seulement de la résolution. À l'intérieur, l'odeur de produits à polir au citron et de rôti de bœuf se heurte, familière, suffocante. La salle à manger est déjà mise en scène. Mes parents sont assis aux extrémités opposées de la table en acajou comme des monarques tenant leur cour. Sierra, dans un pull crème, est perchée entre eux, faisant défiler son téléphone. « Tu es en avance », dit maman, masquant sa surprise par un sourire crispé. Je pose le classeur au centre de la table. Le bruit sourd les fait tous les trois lever les yeux. Je voulais m'assurer que nous aurions assez de temps. Papa se penche en arrière, les bras croisés. Du temps pourquoi? J'ouvre le classeur. Les totaux surlignés brillent sous la lumière froide du lustre. Du temps pour passer en revue tout ce que j'ai payé au cours des 2 dernières années. Leur silence est une réponse suffisante. D'abord le prêt immobilier, dis-je d'une voix stable. 24 paiements à $1,200 chacun. 28 $800. Les lèvres de maman se retroussent légèrement. Ce n'est pas possible. Je fais glisser une page vers elle. Les relevés bancaires ne mentent pas. Onglet suivant. Les prêts étudiants. Je regarde directement Sierra. 19 400 $ de mon compte pour le tien. Son téléphone glisse de ses mains, cliquetant sur la table. Quoi? Je pensais que maman avait dit. Papa se racle la gorge. Voix défensive. Elle avait besoin de ce soutien pour sa carrière. Tu comprends? Je ne scie pas, je comprends qu'on m'a menti. Je tourne un autre onglet. Les paiements de voiture. 3 600 $ pour la Mazda rouge. Le visage de Sierra se vide. C'était mon cadeau de fin d'études. De ma part, je corrige. Enfin, j'ouvre la dernière section. Les cartes de crédit. J'étale des reçus de vêtements de marque, de restaurants, de voyages. 9 200 $ facturés à mon nom, jamais remboursés. Le total devient tranchant comme du verre. 61 000 $. C'est ce que vous m'avez drainé. Le lustre bourdonne faiblement. Personne ne parle. Maman craque la première. La moitié de cela était des cadeaux. Tu as toujours été généreuse. Je laisse tomber le dossier de reçu sur la table. Le poids résonne. Est-ce que les cadeaux viennent avec des bordereaux de retrait, des virements, des chèques annulés? Chaque dollar est documenté. Voulez-vous les passer en revue un par un? Papa marmonne. C'est ridicule. Mais ses yeux se tournent vers le classeur comme si c'était un pistolet chargé. Sierra feuillette les pages avec des mains tremblantes. Sa voix tremble. C'est frais pour mes costumes, mes conférences. Vous m'avez dit qu'Evelyne était fière d'aider. La voix de maman s'élève, tranchante. Elle l'était. Elle déforme les choses maintenant. Je me penche en avant, ma voix d'acier. J'ai sauté des soins médicaux, maman. J'ai retardé le paiement de mes propres prêts. Je n'étais pas fier. J'étais acculé. Sierra me regarde, les lèvres tremblantes alors que la prise de conscience s'installe. La sonnette retentit. Maman se lève rapidement, le soulagement traversant son visage. Nous sommes au milieu de quelque chose. Ce doit être l'oncle Frank, dis-je sans bouger. Je lui ai demandé de se joindre à nous. Papa se raidit. Tu as fait quoi? Mais avant qu'il ne puisse finir, la voix tonitruante de l'oncle Frank remplit l'entrée. Bonjour tout le monde. J'espère que je ne suis pas en retard. Il entre, le visage buriné sérieux, s'installant sur la chaise à côté de moi. Ses yeux se posent sur le classeur. Je vois qu'Evelyne vous montre les chiffres. Tu étais au courant de ça, demande maman, la trahison aiguisant son ton. Je m'en doutais, répond Frank calmement. La famille s'entraide en cas d'urgence, pas comme un arrangement permanent. Ce que vous avez fait n'est pas du soutien, c'est de l'exploitation.
Le mot tranche l'air. Sierra allait doucement. La mâchoire de papa se serre. Le visage de maman rougit. Le silence règne jusqu'à ce que Sierra parle enfin, sa voix tremblante. Pas étonnant que Jenna m'ait demandé pourquoi Evelyne ne vient plus jamais aux événements familiaux. Elle pensait que quelque chose n'allait pas et elle avait raison. Maman l'écarte d'un geste. Tes amis ne comprennent pas notre dynamique familiale. Mais sa voix vacille. Les yeux de Frank ne la quittent pas, les Henderson m'ont appelé la semaine dernière. Ils voulaient savoir si c'était vrai. Vous prétendez être en difficulté tout en passant des week-ends à Vegas. Papa frappe la main sur la table. Ça ne les regarde pas. Mais le vernis se fissure. Je peux le voir. Le désespoir qui s'insinue dans leurs yeux, les murs de la forteresse qui s'effondrent. Le téléphone de Sierra vibre. Elle le prend, lit, puis pâlit. C'est de la compagnie de prêt immobilier. Ils envoient un avis de retard. Ces mots pèsent lourdement. Les épaules de papa s'affaissent. Le masque de maman glisse juste un instant, révélant une panique brute. Je m'assieds, respirant profondément, savourant le changement. Le château de cartes s'effondre. Et cette fois, je ne le reconstruirai pas. Le silence qui suit est le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Plus tard dans la nuit, de retour dans mon appartement, j'étale le classeur ouvert sur ma table de cuisine. Mes mains tremblent encore, non pas de peur, mais de libération. Pour la première fois, je n'étais pas acculé. Le téléphone sonne. L'oncle Frank. Tu as tenu bon, dit-il fermement. Je suis fier de toi. Le mot se loge dans ma poitrine. Fier. Un mot que je n'ai jamais entendu de mes parents. Ils vont déformer la situation, je murmure. Ils essaieront de faire de moi la méchante. Alors tu contrôles l'histoire, dit-il. Ne te cache pas, mets-la en lumière. La vérité ne survit pas dans le silence. Elle survit au grand jour. Quand l'appel se termine, je reste assise dans le silence, fixant le classeur. Au grand jour. Mes yeux se portent sur l'invitation épinglée sur mon frigo. La célébration des fiançailles de Sierra. La légende de maman avait promis la célébration du siècle. Une scène publique. Une pièce pleine de témoins. Un moment parfait pour laisser la lumière du jour brûler chaque mensonge. La pensée me terrifie. Elle me stabilise aussi parce que je sais déjà ce que j'emballerai dans du papier argenté comme cadeau pour Sierra. Pas du cristal, pas de l'argent, pas des perles. La vérité. 2 jours après la confrontation avec le classeur, mes parents me convoquent à nouveau. Pas en colère, du moins pas ouvertement. Cette fois, leurs voix sont mesurées, calmes, presque répétées. Nous sommes assis en face de la table de la cuisine, l'air épais de produits à polir au citron et de café rassis. Les doigts de papa tambourinent nerveusement sur le bois. Les yeux de maman ne cessent de se tourner vers une pile de factures qu'elle a essayé de dissimuler sous un livre de cuisine. Les familles devraient reconnaître les contributions de chacun, commence maman, son ton sec mais doux. Nous ne l'avons pas assez fait avec toi. Papa se racle la gorge, hochant la tête. Si tu reprends les paiements du prêt immobilier, nous nous assurons que tout le monde sache à quel point tu as aidé. Sierra aussi. La reconnaissance comme monnaie d'échange. C'est leur carotte maintenant. Pas la gratitude, pas les excuses. La reconnaissance publique. Je laisse le silence s'étirer, regardant leur malaise grandir. Puis je tourne mon ordinateur portable. L'écran brille avec mon offre d'emploi signée de Meridian Tech à Seattle. Je ne reprendrai pas les paiements, dis-je doucement, parce que je commence ce poste le mois prochain. Salaire, 135 000 $. Leurs visages blêmissent, les lèvres de maman s'entr'ouvrent. Seattle? C'est à l'autre bout du pays. Je clique sur une feuille de calcul, surlignant une ligne. Et sans soutenir ce foyer, j'économiserai 3200 $ chaque mois. Papa se penche en avant, désespéré. C'est merveilleux, ma chérie. Mais la famille. La famille, je l'interromps, n'est pas censée te vider jusqu'à la dernière goutte. Le silence est épais, rompu seulement par le son de mon propre rythme cardiaque. Le visage de maman se durcit. Tu ne peux pas simplement partir. Je ferme l'ordinateur portable d'un coup sec. J'ai payé pour le privilège d'être méprisé. Cet arrangement est terminé. Leur bouche s'ouvre,
mais aucun mot ne sort. Je me lève, rassemblant mon ordinateur portable et mon classeur. Pour une fois, le poids ne me tire pas vers le bas. Il me semble être une armure. Le soir suivant, le restaurant bourdonne de conversation. Des lustres projettent une lumière dorée sur des tables drapées de lin. La salle à manger privée fourmille de cousins, de tantes, d'oncles. Des verres de champagne levés bien haut. À la tête de la table est assise Sierra, radieuse en soie crème, sa bague de fiançailles scintillant sous la lumière. Maman et papa planent à proximité, se prélassant dans une gloire empruntée. J'entre. Mon classeur déguisé en papier cadeau argenté noué d'un joli ruban. Des halètements parcourent la pièce. Certains ne s'attendaient pas à me voir ici. Le visage de Sierra s'illumine de surprise, bien que l'incertitude persiste dans ses yeux. Amanda, dit-elle, puis se corrige, attrapant mon regard furieux. Evelyne. J'avance, mes talons claquant sur le sol poli, chaque pas stable. Je pose la boîte devant elle, le ruban scintillant. Un cadeau, dis-je, assez fort pour toute la pièce. Pour toi, pour tout le monde. La pièce se tait, les chaises craquent, les fourchettes s'arrêtent en plein vol. Sierra hésite, ses doigts tremblants alors qu'elle tire sur le ruban. Le papier argenté se froisse, tombant pour révéler le portefeuille en cuir. Elle l'ouvre et halète. Page après page de reçus, de virements bancaires, de chèques annulés, mon écriture comptabilisant chaque coup. Tout est là, dis-je doucement, bien que le silence amplifie ma voix. 61 000 $ au cours des 2 dernières années. Paiement de prêts immobiliers, prêts étudiants, notes de voiture, cartes de crédit. Des chuchotements s'enflamment dans la pièce. Les tantes murmurent. Les oncles échangent des regards. Les yeux de Sierra se remplissent de larmes alors qu'elle feuillette les pages. Elle lève la tête, fixant maman et papa. Comment avez-vous pu? Le visage de maman s'enflamme de rouge. Sierra, pas ici. Non, lance Sierra, la voix brisée. Ici maintenant. L'oncle Frank se lève, sa voix portant. Votre sœur a porté cette famille tout en étant traitée comme si elle avait moins de succès. Cela se termine ce soir. Des halètements. Une tante se couvre la bouche. Quelqu'un marmonne. Martha, est-ce vrai? Maman balbutie. C'était temporaire, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Je secoue la tête. 2 ans, ce n'est pas temporaire. C'est systématique. Sierra se recule de la table, serrant le classeur. Des larmes coulent sur ses joues. Elle me regarde, sa voix brisée. Je n'ai jamais su que tu portais autant pour moi. Pour la première fois, je vois de la sincérité dans ses yeux. Pas de compétition, pas d'indifférence, de la culpabilité, peut-être même de l'amour. À partir de maintenant, murmure-t-elle, vis pour toi. La pièce est silencieuse. Tous les visages sont tournés vers moi. Pendant des années, j'étais invisible. Un bruit de fond pour le projecteur de Sierra. Ce soir, la vérité m'a traîné sur le devant de la scène. Je prends une lente respiration. Le nœud dans ma poitrine, celui que je porte depuis des années, se desserre. Pour une fois, je ne me sens pas comme la fille oubliée. Je me sens comme moi-même. Plus tard dans la semaine, l'oncle Frank rappelle. Son ton est factuel, mais le soulagement transparaît. Tes parents envisagent de vendre la maison. Sans tes contributions, ils ne peuvent pas payer le prêt immobilier. Une partie de moi a envie de rire. Une autre partie souffre. C'est peut-être ce qu'il faut, dis-je. Ils devront apprendre, convient Frank. Et Sierra aussi. Je jette un coup d'œil aux boîtes à moitié emballées dans mon appartement. Seattle attend. Un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle vie. Libérés de leurs exigences. Je passe mes doigts sur une boîte en carton étiquetée « Cuisine ». Mes yeux se posent sur une autre étiquetée « Indécis » où j'ai rangé un album de photos de famille. Des visages souriants, figés dans des moments qui ressemblent à des mensonges maintenant. Je ferme la boîte et la scelle avec du ruban adhésif. Certaines choses ne sont pas encore prêtes pour des décisions, mais d'autres le sont. Seattle est décidé. Mon avenir est décidé. Et pour la première fois, le choix était le mien. 6 mois plus tard, Seattle m'accueille chaque matin avec une nouvelle sorte de lumière. De l'or se déversant à travers de larges fenêtres, d'où contre les murs propres de mon appartement.
La ligne d'horizon s'étend au loin. Des grues se déplaçant comme des créatures lentes contre le ciel. Chaque fois que je sors sur mon balcon, je peux le sentir. La liberté a une texture ici, nette, intacte, la mienne. Je suis assise à ma petite table de salle à manger, sirotant un café, parcourant l'application qui suit mes prêts étudiants. Un autre paiement est passé. 2004 $. Le solde diminue régulièrement, de manière prévisible. Mon argent va là où il aurait dû aller depuis le début. Pas pour couvrir des cartes de crédit que je n'ai jamais utilisées. Pas pour soutenir une maison dans laquelle je ne vivais pas. Juste le mien. Plus de transfert d'urgence. Plus de culpabilisation nocturne. Plus d'être l'épine dorsale invisible. Au travail, je m'épanouis. Ma nouvelle équipe me respecte, écoute mes idées. Ma patronne, une femme aux yeux vifs nommée Kendra, m'appelle dans son bureau un matin. Tu as clôturé 2 projets majeurs ce trimestre, dit-elle en souriant. Les clients t'ont spécifiquement demandé pour la prochaine phase. La chaleur monte à mes joues, mais pour une fois, je ne minimise pas la chose. Merci, dis-je. Je suis fier du travail. Les mots sonnent étranges sur ma langue. Je suis fier. Je réalise que je les ai rarement dit à voix haute à propos de moi-même. Ce soir-là, je le raconte à Diane lors d'un appel vidéo. Sa cuisine à Atlanta brille derrière elle. Elle rayonne. Tu sembles différente, plus légère. Je le suis, j'admets. C'est étrange, cependant. De réussir sans avoir à s'en excuser. Elle se penche en avant. C'est la vraie victoire, Eve. Pas seulement le travail, le fait que tu vives pour toi. Je souris. Elle a raison. Les week-ends apportent de nouveaux rythmes. Randonnée avec un petit groupe que j'ai rejoint. Des rendez-vous café où les conversations ne tournent pas autour de l'argent ou de la culpabilité. Parfois, je rencontre même un homme pour prendre un verre, un ingénieur logiciel à la voix douce nommé Marcus. Ce n'est rien de sérieux pour l'instant, mais la simple possibilité ressemble à une porte que j'avais longtemps oublié qu'elle pouvait s'ouvrir. Un samedi, l'oncle Frank et Diane arrivent en avion ensemble. Nous nous entassons dans mon petit salon avec des contenants à emporter éparpillés sur la table basse. Frank lève son verre de pinot noir, ses yeux brillants. « À Evelyn, dit-il, qui a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour choisir sa vraie famille. » Diane intervient, trinquant avec mon verre. À la construction de la famille que l'on choisit, pas seulement à l'acceptation de celle dans laquelle on est né. Nous trinquons. Le son ressemble à une bénédiction. Mais les fantômes ne disparaissent pas. Ils persistent. Des rumeurs me parviennent par Frank. Mes parents sont en difficulté. Sans ma bouée de sauvetage mensuelle, ils ont 3 paiements de retard sur le prêt immobilier. Ils murmurent de vendre la maison. La maison qui avait été traitée comme un sanctuaire, entretenue par mon sacrifice. Je ne jubile pas étrangement, je me sens juste vide parce que même s'ils la vendent, ils n'admettront jamais ce qu'il m'a coûté de la maintenir debout si longtemps. Puis un après-midi, un courriel apparaît dans ma boîte de réception. Expéditeur, Sierra. Mon doigt hésite sur la touche de suppression, mais la curiosité l'emporte. J'ai repris le prêt immobilier de maman et papa le mois dernier, commence le courriel. Ils n'étaient pas contents. Papa a même suggéré que je te demande de l'aide jusqu'à ce que je sois établi. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que je suis établie depuis des années, juste jamais financièrement indépendante. Cela change maintenant. J'expire, me penchant en arrière sur ma chaise. Ces mots continuent. C'est plus difficile que je ne le pensais, mais aussi plus satisfaisant. Je pense que je comprends enfin ce que tu essayais de me dire. Je lis cette ligne 2 fois, 3 fois. Maman et papa veulent te rendre visite, ajoute-t-elle. Je leur ai dit que c'est ta décision, pas la mienne. Ils ne comprennent pas pourquoi tu ne veux pas simplement passer l'éponge. Mais je crois que je comprends. J'aimerais te rendre visite un jour si tu es ouverte à cela. Juste moi. Le curseur clignote alors que je regarde l'écran. Ma poitrine se serre. Une partie de moi veut claquer l'ordinateur portable. Une autre partie veut pleurer. Finalement, ma réponse est courte, mais sincère. Pas prête pour maman et papa pour l'instant. Mais j'adorerais te montrer Seattle au printemps. J'appuie sur envoyer avant de pouvoir douter de moi-même. Plus tard dans la soirée, je descends au bord de l'eau.
Le ciel brûle au coucher du soleil, l'eau scintillant d'or et de rouge. Des couples se promènent. Des rires portés par la brise. Un enfant pointe du doigt la grande roue, tirant la main de sa mère. Je ferme les yeux, respirant l'air salin. Pendant des années, j'avais donné jusqu'à ce qu'il ne reste rien. La maison de mes parents avait été construite sur mon épuisement. Leurs mensonges cimentés par mon silence. Mais ici, maintenant, je construis quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. La possibilité d'une réconciliation avec Sierra plane comme l'horizon, visible, mais encore lointain. Mes parents? Cet horizon est plus sombre, brumeux, peut-être inaccessible. Mais c'est la différence maintenant. Je n'ai pas besoin qu'il change pour que je continue à avancer. J'ouvre les yeux. Les lumières de la grande roue s'allument une par une. Pour la première fois depuis longtemps, je sens que je suis exactement là où je suis censé être. Une pluie fine frappe doucement contre la fenêtre le matin où je décide d'écrire mes conditions. Le gris de Seattle se fait pressant, mais l'appartement est chaud. La bouilloire fredonne, une seule plante sur le rebord de la fenêtre tendue vers la faible lumière. Je débarrasse ma table de tout sauf d'une feuille de papier propre et d'un stylo qui ne saute pas. J'ai passé tant d'années à répondre à leurs conditions. Aujourd'hui, j'écris les miennes. Je titre la page doucement, presque effrayé par ma propre certitude. Conditions pour un contact. Les mots semblent sévères, presque juridiques, mais ce qui suit est simple. 1. Plus de demandes financières, explicites ou implicites. 2. Reconnaissance de l'argent déjà pris avec des montants spécifiques dits à voix haute, non éludés par des demi-phrases. 3. Honnêteté sur le compte caché et son utilisation. 4. Des excuses sans demande attachée. 5. Toute réunion future doit inclure un témoin neutre pour la première fois, qui peut être l'oncle Frank. 6. Toute tentative de me faire honte pour mes limites met fin à la conversation. J'ajoute une ligne de plus qui semble à la fois fragile et ferme. 7. Pas de surprise, pas d'embuscade, pas d'apparition d'invités sans avertissement. Je plie la page en 3 et la glisse dans mon sac. Écrire les conditions ne les rend pas vraies, mais les rend réelles. Maintenant, ma paix a une forme. S'il y a jamais la paix, elle doit ressembler à ça. Sierra atterrit 2 semaines plus tard. Une pluie de printemps lavant la ville comme pour son arrivée. Elle m'envoie un texto depuis la file des VTC pour me dire qu'elle sent déjà l'odeur du sel dans l'air. J'attends dans un petit café au bord de l'eau qui fait de la bonne soupe et laisse des paniers de couverture près de la porte. Quand elle entre, son visage est plus mince que dans mon souvenir. Non pas à cause du glamour, mais de l'effort. Elle me repère et s'arrête comme pour absorber le fait que je suis réellement là. « Evelyne » dit-elle, puis de nouveau plus doucement. « Evelyne. » Nous nous asseyons. Un serveur apporte de l'eau. Nous demandons 2 bols de chaudrée de palourde et du pain. Plus pour le rituel de rompre quelque chose de chaud que par faim. Pendant un moment, nous parlons de l'aéroport, du trajet, de la pluie. La conversation anodine ressemble à un quai auquel nous nous agrippons toutes les deux avant de faire confiance au bateau. Puis Sierra lève les yeux et croise mon regard. « J'ai relu le portefeuille avant de prendre l'avion, dit-elle. Je voulais le voir sans la voix de maman dans ma tête. Et comment ça sonnait alors, je demande. Comme des mathématiques, dit-elle. Comme un vol compté au centime près. Sa bouche se crispe, pas de colère contre moi. J'ai commencé à faire un budget le mois dernier. Je n'arrêtais pas de penser, si on m'avait appris ça à 20 ans, pas à 30, qu'est-ce qui aurait été différent? Je sors le papier plié de mon sac et le pose entre nous. Ce sont mes conditions, dis-je. S'il y a un chemin possible avec nos parents, c'est ce chemin. S'ils ne peuvent pas le parcourir, je ne les rencontrerai pas à mi-chemin juste pour être repoussé. Elle étudie la page. Ses yeux parcourent ligne par ligne. Elle hoche la tête 1 fois, 2 fois. C'est juste, dit-elle. C'est du respect de base. Elle tapote la dernière ligne. Pas de surprise. J'aurais aimé qu'on écrive ça dans notre enfance. Nous rions toutes les deux. Un petit son humain dans une pièce où tintent les cuillères. À propos du compte, ajoute-t-elle, papa a dit que c'était pour les urgences. Il a dit que les impôts faisaient plus mal que prévu et qu'il avait peur d'y toucher. Pendant qu'il me touchait, moi, dis-je. Les mots ne sont pas cruels. Ils sont stables. Sierra grimace. Il l'a fermé après la vie de retard. Une partie est allée aux arriérés.
Une partie est allée sur un nouveau compte auquel je n'ai pas accès. Quand j'ai demandé, il a dit que je n'avais pas le droit de savoir. Je respire une fois, 2 fois. Je laisse la colère me traverser comme une vague au lieu d'un mur. Alors ça nous dit ce que nous devons savoir, dis-je. Il n'y a pas de conversation tant qu'il y a des pièces secrètes. Elle hoche la tête. J'ai dit à maman que je ne porterai plus leur silence. Si je paie le prêt immobilier, je paie avec la lumière du soleil. Les chiffres sont écrits sur un tableau blanc dans leur cuisine. Ils détestent ça, mais j'ai fini de manger les ténèbres. Nous marchons après le déjeuner. La pluie s'éclaircit en brume, la grande roue tournant lentement comme une trotteuse. Sierra passe son bras sous le mien puis se ravise, le laissant tomber à son côté. Les limites sont gênantes jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Nous nous arrêtons à la balustrade et regardons l'eau frapper les pilotis. « Il te manque ?» demande-t-elle. L'idée que je me faisais de me manque, dis-je. La version que j'essayais sans cesse d'acheter. Nous restons là un long moment à écouter les mouettes se disputer avec le vent. Dans ce calme, un sentiment se relâche que je ne savais pas que je retenais encore. Je n'ai pas besoin de réparer toute l'histoire aujourd'hui. J'ai besoin de dire la vérité sur ce chapitre et d'écrire le suivant d'une main plus stable. Ce soir-là, autour d'un thé dans mon appartement, Sierra regarde autour d'elle avec une sorte d'émerveillement qui n'a aucune envie. « Ton appartement te ressemble, » dit-elle, « pas comme un décor sur lequel tu vis pour les scènes des autres. »« Le tien aussi, » je lui dis. « Quand tu arrêteras de payer pour les applaudissements. » Elle sourit et essuie ses yeux. « J'ai dit à Jenna ce qui s'était passé, » dit-elle. Je lui ai dit qu'on m'avait appris que l'attention était une monnaie et que la tienne était une banque. Elle a dit que l'attention est un miroir qui peut aussi être une arme et que je dois choisir lequel je tiens. Garde le miroir, dis-je. Jette l'arme dans la baie. Nous rions de nouveau. C'est un petit son propre. Sierra dort sur mon canapé, insistant sur le fait qu'il est parfait, refusant mon lit. Le matin, nous faisons des œufs et brûlons la première fournée de toast et la mangeons quand même. Elle part avec les conditions pliées dans son sac et la promesse de les lire à voix haute à nos parents. Elle le dit comme un vœu. Je la crois. Les jours passent, 1 semaine, 2, pas de coup dramatique à ma porte, pas d'excuses scénarisées, juste une lettre dans ma boîte aux lettres avec l'écriture de ma mère sur le devant et pas d'adresse de retour dans le coin. Je l'ouvre à table avec un verre d'eau et mon téléphone qui enregistre, non pas pour Internet, mais pour la mémoire. À l'intérieur, 1 page et demie, des phrases tournent autour du sujet sans jamais l'atteindre. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Les choses étaient difficiles. Tu dois comprendre que ta sœur avait des opportunités. Nous voulions la soutenir. Il y a une ligne sur les obligations familiales, une ligne sur le respect, une ligne sur le fait que le voisinage pose trop de questions maintenant. Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas d'excuses sans contrepartie. Il y a une petite demande que j'appelle pour discuter d'un autre arrangement. Je plie la lettre et la glisse sous l'aimant de mon frigo qui tient les menus et les cartes postales. Il y a une raison pour laquelle la dernière ligne de mes conditions concerne les surprises. Une demande qui ne dit pas son nom est toujours une demande. Une lettre qui ne porte pas la vérité est toujours une performance. J'écris une réponse plus courte que la leur. Je colle mes conditions dans le corps du courriel. J'écris que je suis ouverte à une conversation lorsque chaque condition sera remplie par écrit avec des détails. Je mets l'oncle Franck en copie. Je n'ajoute pas de formule de politesse chaleureuse. Je n'en ajoute pas de cruel. J'appuie sur envoyer et je vais me promener avant de commencer à narrer leur silence dans ma tête. Au bord de l'eau, la lumière est argentée. Un enfant se penche par-dessus la balustrade pour voir si la mer répondra. Je pense aux gens qui regardent mon histoire en ligne. Des étrangers qui ont tapé des paragraphes sur les limites et la trahison et ce qu'ils feraient à ma place. Je pense à ceux qui ont écrit discrètement qu'ils paient encore. Je pense à ceux qui ont dit qu'ils avaient choisi la paix et voulaient dire l'épuisement. Je ne termine pas par un triomphe car les vraies fins sont rarement des fanfares. Je termine avec une liste pliée dans un sac et une sœur qui l'a lue à voix haute et une mère qui n'a pas pu. Je termine avec une ville qui accueille mes choix sans me demander de les défendre. Je termine avec la question que j'ai portée dans ce chapitre et la réponse en laquelle j'ai enfin confiance. Que devez-vous aux gens qui vous ont appris que l'amour a un registre? Vous leur devez la clarté. Vous leur devez la chance de dire la vérité. Vous ne leur devez pas votre avenir. Quand le téléphone sonne ce soir-là, c'est l'oncle Franck. Ils ont reçu ton courriel, dit-il.
Ta mère est contrariée. Ton père est silencieux. Sierra a lu les conditions dans la cuisine comme des écritures saintes. Personne n'a bougé pendant qu'elle parlait. Ça ressemble à un début ou à une fin, dis-je. Parfois, c'est la même porte, répond-il. Tiens-toi là où la charnière ne peut pas te pincer. Après avoir raccroché, je repose la page de conditions pliée sur ma table et l'aplatis. J'allume une petite bougie qui sent le cèdre. Je m'assieds dans le calme, ne comptant rien, n'attendant pas de pas dans le couloir. La bouilloire fredonne à nouveau. La ville soupire. Je respire. S'ils viennent avec la vérité, la porte est ouverte. S'ils viennent les mains tendues, la porte est fermée. Quoi qu'il en soit, je sais enfin dans quelle maison j'habite. Quoi qu'il en soit, je sais enfin à quelle voix je réponds en premier.